Bonjour Mathieu Delahousse. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Quel est le prix d'une vie? Que valent les crises d'angoisse, le stress post-traumatique après un attentat? Ces questions brutales, elles sont le point de départ de votre enquête, à la fois bouleversante et passionnante. Votre enquête qui devait durer 6 mois et qui a duré 2 ans. Qu'est-ce que vous y avez appris? J'ai appris Pourquoi beaucoup de 2 ans? choses. La question qui me guide depuis longtemps, mais qui m'a particulièrement guidé sur celle-ci, c'était comment rendre justice. Et on arrive ces semaines-ci à la fin du procès du 13 novembre 2015, par exemple, et il y a toute une cohorte de victimes qui ont subi des tas de choses très différentes. Il y a les endeuillés, il y a les blessés, il y a les impactés, et effectivement, il y a des systèmes qui permettent de les indemniser, qui permettent de les réparer et qui permettent de leur rendre justice. Et effectivement, au départ, je voulais simplement savoir comment ça fonctionnait, rencontrer une dizaine de personnes. Et il y a une forme de capillarité, une forme d'attirance qui fait que je suis resté avec elles. Je suis resté 2 ans pour les observer. Il y a beaucoup de belles histoires, mais ce sont effectivement des histoires terrifiantes puisque c'est la bascule de la vie normale à la vie la plus singulière, la plus sombre. Et finalement, la justice voudrait toujours employer des expressions plus sophistiquées que celles qui nous viennent à l'esprit. Et en réalité, on leur propose des déficits fonctionnels temporaires, des des préjudices d'affection, nomenclatures d'Intillac, des préjudices d'affection. Et ces gens-là, ils disent simplement « je vais mal, je ne peux plus vivre à Paris à cause des attentats, je ne peux plus vivre ma vie ». Et c'est ça que j'ai voulu tisser, le langage de la justice, le langage de la vérité. Et on va entrer dans les détails. Mais cette semaine, vous le disiez, se sont poursuivies les plaidoiries de la défense au procès des attentats du 13 novembre. On ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle entre ces procès qui sont très médiatisés. Est-ce que vous avez vécu, vous racontez ce 6e étage du tribunal de Paris, ce tribunal de poche dans lequel siège la juridiction qui va décider des indemnisations des victimes. Il n'y a pas de confrères, vous êtes tout seul, il y a les avocats. On ne veut pas voir ces questions-là? Oui, il n'y a pas de confrères journalistes dans cette salle. Ouais. Pendant 2 ans, moi, je serai effectivement tout seul. Et en fait, il y a une grande difficulté, mais qui touche des tas de domaines dans la société française. On a des grandes promesses, on a des grands slogans, on a des superbes cérémonies. Et en réalité, quand on arrive ensuite face au roc de l'administration, on est dans une difficulté. Et là, c'est un petit peu le cas avec le terrorisme. Et c'est vrai que c'est d'une douleur incommensurable pour ces personnes qui se retrouvent avec la sonnerie aux morts dans les cours militaires auxquels on fait des grands discours, auxquels on leur dit « la France sera à vos côtés », et qui se retrouvent ensuite face à des guichets, en réalité, où on les indemnise très souvent, très bien, très fort et très vite. Mais parfois, vous savez, c'est ce petit détail dans une relation humaine qui, à un moment, fait que ça n'est plus possible. Et en l'occurrence, là, c'est par exemple de prouver son préjudice. Et quand on demande à un père ou à une mère de prouver son préjudice avec un enfant, en lui disant vous savez, il n'y avait plus de résidence commune avec vous, c'est un enfant qui est parti, qui est devenu étudiant. Et alors, on lui dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon préjudice, ma tristesse est moindre. Et c'est le problème des mots revient. On lui dit mais qu'est-ce que vous voulez nous dire? Et le préjudice d'agrément, qui est l'un des postes de préjudice de cette fameuse nomenclature d'Intillac, qui est très juridique, mais très connue par tous les magistrats, tous les avocats, c'est qu'il faut prouver son comme préjudice cette d'agrément. Marraine qui a perdu sa filleule, Axel, elle n'était pas sur place. Voilà. Et il faut qu'elle prouve son affection, il faut qu'elle prouve son attachement et pour vous pouvoir... vous rendez compte à quel point c'est vertigineux de dire prouvez que vous aimez quelqu'un, prouvez que vous aimez un enfant, prouvez que vous ayez fait des week-ends avec eux. Et donc ces gens-là sont obligés de constituer des albums avec des photos, des billets d'avion, des lettres, des mails, et ils ont ce sentiment qui, sur l'idée de rendre la justice, a rendu pour moi ce livre vertigineux, c'est qu'ils ont le sentiment d'être traités en coupables. C'est-à-dire qu'on va leur demander de prouver quelque chose, là où ils ont le sentiment que les accusés, ce qui est faux, ou là où ils ont le sentiment que les accusés peuvent mentir, peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Et effectivement, du coup, moi, ça m'a conduit dans un vertige à considérer quelle est la bonne justice que l'on peut rendre d'un côté ou d'un autre. Au cœur des audiences, il y a l'argent et cette question vertigineuse, comment on répare l'irréparable, avec le sentiment que l'argent est presque une souffrance supplémentaire. L'argent est une souffrance supplémentaire parce que c'est la solution unique pour réparer aujourd'hui un préjudice de la part d'un État qui ne peut pas s'immiscer et d'un fonds de garantie qui ne peut pas s'immiscer dans l'intégralité de la vie des gens. Mais la souffrance supplémentaire, elle vient d'un point, c'est qu'on chiffre les choses et on est dans un tabou absolu qui fait qu'on compare souvent les éléments. Et ce qui a été très douloureux, notamment pour les gens du Bataclan, les gens des terrasses, les gens du Stade de France, c'est qu'on se parle dans la vie. Et à un moment, les gens se sont dit
combien tu vaux ? Moi, de façon un peu littéraire, mais je l'ai poursuivi parce que je l'ai tellement entendu, c'est qu'il y avait ce discours de cour de prison, vous savez, entre délinquants, qui disaient, toi, combien t'as pris ? Et eux, c'était combien t'as eu ? Et c'était une façon de dévoyer totalement un système qui est extraordinaire, celui du fonds de garantie, celui de l'indemnisation, et qui finit par poser de mauvaises questions à quelque chose qui devrait être très, très vertueux. Les personnes que vous avez rencontrées, elles ont des histoires évidemment très différentes. On a Robert qui est rescapé du Bataclan, qui souffre de stress post-traumatique. Claire qui a perdu son fils aîné, sa mère, son beau-père, son frère lors des attentats de Nice. Marc qui était sur une terrasse, qui lui a porté secours. Il est rescapé. Ils ont une chose en commun, eux, ils ne se reconnaissent pas comme des victimes. Oui. Et c'est le point commun de la plupart de ces gens qui n'ont effectivement pas été touchés dans leur chair. On les appelle les victimes invisibles, on les appelait les victimes invisibles dans les guerres, même celles de 14 et de 45, puisque ça a été documenté de façon très lointaine. Mais ça explique aussi le décalage sur la façon dont on rend un jugement dans ces affaires-là. On parlait de Marc et de Robert. En venant ici ce matin et en traversant Paris, qui est déjà un peu asphyxié par la chaleur, mais magnifique parce que le soleil brille partout, je pensais à ces gens qui sont revenus chez eux le 14 novembre au matin. Et la nuit était belle, il faisait beau. Et ces gens-là sont rentrés chez eux, ils ont essayé de dormir. Certains étaient tellement traumatisés qu'ils avaient gardé les bouchons d'oreilles des concerts qu'ils avaient dans les oreilles. Et ils n'ont pas pensé à porter plainte. Et quelques semaines plus tard, ils se sont dit, mais si c'était ce matin ordinaire, sans terrorisme, et qu'on était rentré chez nous et que quelqu'un s'était mis en travers de la route avec une Kalachnikov, évidemment, même sans aucun tir, on aurait appelé la police, on serait allé porter plainte. Et ces gens-là ne sont pas allés porter plainte, ils ne se sont pas considérés victimes. Et il y a un autre phénomène qui est encore plus terrifiant, c'est quand ils ont vu qu'il y avait des morts, quand ils ont regardé la télévision, quand ils ont lu les journaux, ils se sont dit, c'est pas nous, on est rescapés. Et ce phénomène de déni, de négation, fait aussi partie de cette ligne directrice qui rend ces histoires qui sont les nôtres, parce que vous parliez de la durée, mais c'est ça aussi qui est très difficile à entendre et à restituer, c'est que ce sont nos histoires, ce sont des gens ils ont tous nos parcours, ils ont tous nos vies, et ils ont tous connu cette bascule. Vous proposez à la fin du livre des solutions peut-être pour mieux prendre en charge les victimes du terrorisme. Quelle est selon vous, est-ce que vous êtes arrivé à répondre à ça, la juste réparation ? La juste réparation, c'est celle que l'on comprend. Et la juste réparation du délinquant, c'est la peine qu'il comprend, et la juste réparation de la victime, c'est celle qu'elle comprend. La victime ne peut pas comprendre qu'on lui dise à un moment, alors qu'elle pense ne pas être victime, de toucher énormément d'argent par une provision qui est miraculeuse et qui, encore une fois, est un système qui n'existe qu'en France. Il y a beaucoup de pays étrangers, y compris des pays peut-être moins occidentaux que nous, touchés par le terrorisme, n'ont pas ces systèmes-là. Mais c'est quelque chose qu'ils puissent comprendre. Et ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est qu'on ait un système qui fait qu'on touche beaucoup d'argent dans un premier temps sans l'avoir compris. Certaines personnes pensaient que c'était le prix du silence. Vous vous rendez compte ? C'est moi qui leur ai expliqué. J'ai trouvé ça terrifiant. Et en revanche, ils ne peuvent pas comprendre que quand ils sont en dépression depuis 2 ans, qu'ils ne peuvent plus vivre à Paris depuis 2 ans, on leur dit il faut nous prouver tout ça. Est-ce vraiment sûr ? À certains, on leur dit mais vous avez retrouvé du travail, c'est que ça ne va pas si mal. Et pour eux, c'est ce qu'on appelle une victimisation secondaire dans le droit européen, et qui est quelque chose d'assez terrifiant. Le procès des attentats est en train de montrer qu'on peut créer du ciment, qu'on peut recréer une société grâce à la justice. J'espère qu'on pourra le faire aussi autour des victimes. Merci beaucoup Mathieu Delahousse d'avoir été avec nous. Je rappelle donc ce livre, Le prix de nos larmes, roman noir des millions versés aux victimes du terrorisme. Une enquête passionnante qui aussi éclaire sur la vie de ces victimes après les attentats. Merci beaucoup. Merci.